Bonjour à tous, merci de votre présence à cette rencontre autour de la littérature et la radio et les podcasts. Merci à Longueur d'onde qui co-organise cet événement avec Télérama et à la Maison de la Poésie qui nous accueille. Et merci aussi et surtout à nos invités, Laure Adler, productrice de L'Heure Bleue sur France Inter, et Richard Guettet, qui livre Bookmakers sur Arte Radio. Alors, Laure Adler, vous avez dirigé France Culture de 1999 à 2005, oui, c'est quand même notable, on va le signaler. Vous y avez produit l'émission Hors Champ et vous donnez à entendre depuis 2016 sur France Inter L'Heure Bleue, un entretien sensible avec un artiste, du lundi à jeudi à 20h, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Richard Guettet, vous avez proposé la Nova Bookbox, un jukebox littéraire sur Radio Nova pendant 9 ans. Et plus récemment, vous avez installé Bookmakers, des échanges au long cours avec des écrivains sur Arte Radio. Laure Adler, est-ce que pour débuter, vous pourriez juste nous dire qu'est-ce que c'est ce nom que vous avez choisi pour L'Heure Bleue, d'où ça vient et comment l'idée est arrivée sur les ondes? L'Heure Bleue... Alors avec le micro, si vous voulez bien. L'Heure Bleue, c'est un court-métrage d'Éric Rohmer. C'est le titre d'un court-métrage d'Éric Rohmer qui m'a toujours beaucoup ému. Et d'autre part, c'est une lumière particulière qui a lieu à la fin de l'été. Aujourd'hui, hélas, il n'y aura pas d'Heure Bleue, mais enfin, il y en a beaucoup en septembre, en octobre et jusqu'à début novembre. Et c'est ce qu'on peut appeler l'heure entre chien et loup. Et donc, ça correspond à l'heure de diffusion de l'émission. Et je suis très sensible, bêtement peut-être, mais très sensible à la météo et à la lumière. Et je pense qu'on ne fait pas la même émission quand il est 8 h du matin, midi, 20 h ou minuit. Donc, je voulais un titre d'émission qui puisse faire référence au moment où elle se déroulait, parce que je pense que même si c'est un peu une utopie, nous formons une communauté au moment de l'émission avec celles et ceux qui nous écoutent. Et je pense que le mood, l'humeur dans laquelle nous nous trouvons, dépend aussi de la lumière dans laquelle nous sommes. Alors là, en hiver, l'heure bleue est plutôt très noire, mais c'est pas grave. Ça met un peu de gaieté. Qu'est-ce que vous aviez en tête comme couleur d'entretien culturel ? Pas beaucoup d'idées, plutôt des intuitions que ça ne serait pas forcément des auteurs à l'encan, c'est-à-dire des auteurs dont on trouve les piles dans les librairies, même si je trouve que les piles dans les librairies sont nécessaires à la fois à la possibilité de vendre des livres et à l'exposition des auteurs. Maintenant, c'est comme ça. Donc, moi, je cherchais des gens, des auteurs plus à l'écart, plus discrets, même si quelquefois je m'aperçois que des gens très très connus sont très très intéressants et que c'est pas par hasard. S'ils sont très très connus, c'est parce qu'ils sont très très intéressants. Donc je ne boude pas systématiquement les gens très connus, mais je voulais quelque chose qui soit pas préparé et je voulais quelque chose qui soit, comme on dit, une conversation plutôt qu'un entretien et à bâton rompu. Richard Guettet, quand vous avez élaboré le concept de Bookmakers, vous vous êtes inspiré d'une émission existante sur Arte Radio qui s'appelle Beatmakers. Vous pouvez nous raconter un peu la genèse de Bookmakers ? Oui, en fait, Beatmakers, c'est un programme qui est une sorte de grand frère pour Bookmaker, qui a été construit par Samuel Hirsch et David Comeyas. Le principe, c'est d'aller voir un producteur d'un tube, pas forcément l'artiste qui lui est le visage de ce hit qui a marqué son époque, mais plutôt vraiment le producteur musical, celui qui a assemblé les sons pour construire ce morceau. Et c'est, je crois que c'est le premier épisode, ils vont voir Imhotep qui travaille pour IAM, Imhotep ou Keops, un des deux, et vraiment ils font du piste à piste, c'est-à-dire comment est-ce que le sample, d'où vient le sample de certains morceaux les plus connus d'IAM, et à quel moment on rajoute une basse, et à quel moment interviennent les chanteurs, et c'est vraiment une manière de soulever le capot de la musique et des morceaux qui nous ont accompagnés. Allant voir Sylvain Gir, le fondateur et le responsable éditorial d'Arte Radio, pour lui dire j'aimerais bien rejoindre cette équipe de France de football de la création radiophonique. Spontanément, dans la conversation, est arrivée l'hypothèse de faire
le miroir littéraire de ce principe de regarder comment se construisent une intrigue, un personnage, un roman, comment est-ce qu'on surmonte les obstacles de la fabrication d'un texte, d'où vient l'inspiration pour essayer en quelque sorte de casser cette espèce de mythe de l'inspiration qui viendrait aux auteurs et aux autrices au petit matin. Et non, en fait, souvent c'est un artisanat, enfin c'est même quasiment que ça, c'est un artisanat, les génies, comme vous le savez, sont très rares. Donc en fait, et ça, je crois que ça a été assez peu raconté en profondeur, c'est-à-dire vraiment de passer des heures d'abord dans la préparation à essayer de savoir tout ce qui a été dit de la part de l'écrivain, de l'écrivaine sur son processus créatif, et ensuite de savoir le restituer avec le plus d'explications possible pour que la littérature soit pas quelque chose d'éloigné, de trop loin, placé sur un piédestal, où vraiment en fait c'est des gens qui bossent, qui ont des horaires de travail, qui ont des réflexes de travail, qui ont des pannes, et il y a des moments où ils arrivent à surmonter ces pannes, à trouver des solutions. Ils ont eu des maîtres, des maîtresses, ils ont eu des éclairs de génie qui continuent de les surprendre. Et ça mérite. Donc c'est vraiment tout l'enjeu du programme, c'est d'arriver à montrer le travail à l'œuvre. Voilà. Est-ce que l'un et l'autre, vous êtes amateur, spectateur ou auditeur d'émissions, qu'elles soient radio, podcast ou télévisuelles, littéraires? Et qu'est-ce que vous y trouvez, si c'est le cas, et qu'est-ce que vous n'y trouvez pas? Eh bien, je dois dire que non, en fait. Je dois dire que j'écoute quasiment pas d'émissions, enfin, j'écoute pas d'émissions littéraires, à part, évidemment, de temps en temps, il m'arrive d'écouter Augustin Trapenard, par exemple, ou quand j'aime bien le travail d'Eva Bester dans Remède à la mélancolie. Mais à la télévision, il n'y a rien qui m'intéresse. Si. Non, il y a des choses, mais il n'y a rien qui m'intéresse. Parce qu'en fait, moi, ce que j'aime, c'est qu'on ait le temps. Et malheureusement, les enjeux industriels de la télévision ne permettent pas de rentrer en profondeur. C'est presque une décision qui provient de la direction, c'est de se dire on considère que les gens ils n'ont pas une très grande attention, donc il faut aller vite, donc on passe rapidement sur le livre du moment. Et alors votre enfance, et comment ça se passait, c'est quoi votre dernier trauma? Et il y a eu une polémique terrible autour de votre livre précédent. Est-ce que vous l'avez survécu? On est dans l'affect, on est éventuellement dans l'histoire, le récit lui-même, tristement souvent dans le pitch, mais l'écriture est quasiment pas abordée, vraiment le travail littéraire, parce qu'on n'a pas le temps. C'est la même chose pour le traitement de la bande dessinée, qui est un art que j'aime énormément. Et la plupart du temps, quand les auteurs de bande dessinée qui sont invités dans les médias, on ne parle jamais du dessin. On parle de est-ce que ça marche pas, quelle est l'histoire, d'où vous venez, quelle est votre biographie, mais on ne vient pas sur le truc le plus difficile à faire, sur lequel ils passent 8 ou 10 heures par jour, 7 jours sur 7, le dessin, parce que les journalistes ne savent pas en fait en parler. Et du coup, la télévision, il n'y a pas d'espace tellement pour ça. Il y a des choses, évidemment, mais je n'y trouve pas une nourriture intellectuelle et surtout vraiment des informations. C'est un travail journalistique qui dépasserait l'exercice critique. Parce que je vois pas bien, vraiment, à l'heure actuelle, l'intérêt de dire j'aime pas. Enfin, je trouve que c'est un temps globalement perdu. C'est souvent c'est juste du théâtre, d'être là pour dire, faire un bon mot et d'être capable de dire vraiment, on entend sa petite musique ou bien il est complètement ringard et complètement à côté de la plaque. Alors que ce que je trouve le plus mystérieux dans la littérature, c'est d'expliquer comment les choses qui nous bouleversent, comment les choses qui nous font réfléchir, comment les choses qui nous racontent le monde ont été fabriquées. Voilà. Et je trouvais que c'était important et c'est vraiment une grande chance qu'Arte Radio puisse donner toute cette place, tout cet espace en termes de production et d'exposition à la documentation de ce processus-là. Voilà. Laure Adler, vous n'étiez pas tout à fait d'accord? Je trouve qu'à la télévision, il y a quand même des choses tout à fait remarquables. Alors, commençons par la radio. Commençons. À la radio, il y a peut-être moins d'émissions littéraires, mais il y en a quand même encore beaucoup. Vous avez cité Augustin Trapenard qui, certains matins, a des écrivaines ou des écrivains et prend le temps justement de les interroger sur leur processus de création, s'intéresse beaucoup au style, au registre d'écriture, parce que ça l'intéresse lui. Et on sent bien cette espèce d'empathie qu'il a vis-à-vis des écrivains et des écrivaines. Et je trouve qu'il a vachement bien réussi son coup avec ce nouveau concept qu'il fait maintenant sur Brut. Alors c'est sur une plateforme. Il a une nouvelle émission littéraire
Il adapte à la personnalité de l'écrivaine ou de l'écrivain. Il avait commencé avec Florence Aubenas, un décor ou une absence de décor. Mais ce qui l'intéresse, c'est d'être au cœur du processus d'écriture. Et je trouve que, incarnant la nouvelle génération, incarnant les nouveaux moyens de diffusion et aussi la rapidité qui est maintenant nécessaire aux médias et peut-être aussi indispensable à celles et ceux qui regardent ou qui écoutent, voilà une innovation qu'il faut saluer très bas. D'autre part, au risque d'être jugée un peu vieillotte et ringarde, moi je regarde la grande librairie de François Bunel toutes les semaines. J'aime beaucoup sa manière d'abord de composer ses plateaux, même si quelquefois je trouve qu'il n'a pas assez confiance en lui et qu'il invite trop de gens par angoisse, sans doute illégitime, voilà, qu'un des auteurs ne puisse pas lui répondre. Or, en fait, il a quand même des gens extrêmement intéressants chaque semaine, et c'est pas si évident. Il découvre des nouveaux auteurs. J'ai vu avec satisfaction que cette formidable jeune autrice qui a écrit ce livre magnifique qui s'intitule Blizzard, qu'il a invitée la semaine dernière, elle se retrouve en tête, enfin, elle se retrouve dans la liste des ventes cette semaine des livres. Eh ben, chapeau bas, François Bunel, de nous faire découvrir une primo-romancière. Et puis, bon, par exemple, à France Culture, on parle de livres sans arrêt, aussi bien dans des émissions de débat que dans des matinales. Quelquefois, c'est pas un homme politique qui vient, mais c'est vraiment une écrivaine ou un écrivain. Il y a des émissions de débat, il y a des émissions de critique, tous les jours. Il y a la grande table, il y a l'émission d'Arnaud Laporte. Enfin, il y a un espace critique. Il y a la compagnie des auteurs. Bonsoir. Enfin, j'étais pas en train de vous dire que ça n'existe pas. Les émissions littéraires pullulent en France. On est un grand pays de lecteurs. Les gens parlent plus de livres qu'ils n'écrivent. Mais néanmoins... il n'y en a pas assez. Par exemple, sur Arte, sur France 2, sur France 3, où sont les grandes collections de Bernard Rapp? Où sont les possibilités pour les écrivains de parler pendant 1 heure en faisant des portraits d'eux, justement dans leur lieu de travail, de voir le processus d'écriture? Vous dites la même chose, en fait. Il n'y a pas assez de possibilités d'approfondir. Il est plus pessimiste que moi. Non, mais en fait, il y a un aspect... Il y a 2 choses, en fait, on est un peu d'accord, mais il y a 2 choses importantes. C'est que la plupart des émissions que vous avez citées ont du mal, à mon sens, ce n'est que mon avis, à sortir de l'exercice promotionnel. Qui est vraiment et l'exemple que vous sur France Culture ni Trapenard, hein. Ni vous avez cité la magnifique émission d'Eva Bessler aussi, elle n'est pas du tout dans la promo. Elle prend des gens qui étaient dans l'actualité il y a 14 mois ou 26 mois. C'est bien pour ça que je l'ai cité. Mais comment vous vous situez? Elle est très aimée, elle est très écoutée. Mais je sais. Comment vous vous situez justement l'un et l'autre par rapport à la promotion, qui est un peu un des enjeux d'une émission culturelle ou littéraire. Laure Adler, par exemple, par rapport à la promotion, est-ce que il faut faire avec et on va vers les gens qui nous intéressent le plus? Est-ce qu'on cherche à l'éviter? Quelle attitude, quelle ligne vous adoptez par rapport à elle? Alors nous, c'est très simple. On a un cahier des charges par rapport à la directrice de France Inter, Laurence Bloch. C'est-à-dire que nous devons couvrir l'actualité sans pour autant faire la promotion et sans pour autant répéter et inviter les mêmes personnes qui sont sur l'antenne. Là, dans cette rentrée littéraire, je crois qu'il y a 570 livres qui paraissent. Il est hors de question que si un livre a été choisi par Augustin, et ça a été le cas dans cette rentrée parce qu'il a très bon goût, il a pris 2 de mes coups de cœur qu'il a préemptés plus vite que moi, eh bien, j'ai pas pu les interviewer, tant pis pour moi, j'ai pas été assez rapide, parce que France Inter considère, je crois à juste titre, qu'il faut qu'il y ait le plus de diversité possible, étant entendu que la diversité n'est pas du tout respectée, eu égard au premier roman, eu égard à la richesse de notre littérature et des registres d'écriture. Donc, nous avons un cahier des charges qui précise que nous devons être dans l'actualité, mais nous n'avons aucun poids promotionnel. Nous sommes complètement indépendants, nous les producteurs des émissions, des partenariats. Alors ça touche plus le cinéma que la littérature, mais quelquefois, par exemple, France Inter est partenaire de foires du livre ou de vendeurs de livres, etc. On n'a pas à le savoir et nous jouissons d'une liberté totale. Alors maintenant, moi j'aime bien faire des pas de côté, c'est-à-dire de temps en temps inviter des auteurs qui ne sont pas du tout
en promotion. Mais en même temps, je suis affrontée à un dilemme qui est très compliqué. Comme tout le monde, je lis beaucoup de livres de la rentrée. Ça me plaît, ça m'excite. J'ai passé tout l'été à lire énormément de bouquins tout à fait passionnants et je ne pourrais parler que d'un quart, du dixième, du centième de ce que j'ai pu lire. Et je me dis, mais alors, par rapport à tous ces talents, et notamment les talents pas encore connus, est-ce que je donne la possibilité aux personnes qui nous écoutent de les découvrir avec moi, ou est-ce que je vais chercher des gens qui ont publié des livres il y a 1 an et demi, etc., etc. Alors, quelquefois, je résous la difficulté en me disant, je fais très attention, par exemple, aux livres de poche, parce que je trouve que la politique culturelle passe aussi par le prix du coût culturel. Et il y a une politique du livre de poche en ce moment en France qui est très inventive et qui est assez rapide. Et donc, j'invite pas mal d'auteurs qui ne sont pas dans l'actualité promotionnelle, mais qui, par contre, ont eu leur livre il y a 1 an et demi, publié dans l'actualité littéraire, et qui là sortent en poche. Et je me dis, ben voilà, les jeunes ou les moins jeunes, ils pourront acheter un livre qui coûte 6 € au lieu d'acheter un livre qui coûte 20 ou 22 €. Trouver un chemin détourné. Et vous, Richard, par rapport à la sacro-sainte promo? Hors promo, c'est ce qu'on s'est dit avec Sylvain Gir à Arte Radio. Le principe, c'est évidemment d'essayer quasiment à chaque fois de rencontrer les auteurs quand ils n'ont pas un livre à défendre dans les derniers mois ou dans les semaines qui arrivent. Évidemment, il y a des histoires d'emploi du temps. C'est qu'il y a des fois où les auteurs ou les autrices sont disponibles au moment où ils s'apprêtent là, dans 3 jours, j'interviewe pour l'épisode de novembre Lydie Salver. Elle habite dans la région toulousaine. C'est plus simple. Elle habite à Nîmes maintenant. Ah ouais? Elle habite plus au Pin dans le Gard? Non, c'est fini. Eh ben d'accord. Vous êtes contente de le savoir. Voilà, bon bah ça change rien sur la réponse. Et donc ça sera moins loin pour vous. Un peu loin. Non, mais enfin, j'aime bien en l'occurrence le dernier épisode qui est en ligne, là, celui qu'on a mis en ligne en juillet. C'était chez Alain Damasio à Marseille. Vous l'adorez. Oh, j'ai l'impression. Oh, il est toujours dans l'actualité, Damasio. Il n'arrête pas de créer. Alors, on dit qu'il a publié 3 romans en 15 ans, il n'arrête pas de créer non plus. Hein. Il a des grosses phases où il ne crée pas du tout. Mais il est tout le temps interviewé, mais ce n'était pas le sens de la question. C'était d'éviter la promotion et de temps en temps, comme c'était le cas dans la saison 1 de Bookmaker avec Chloé Delhomme et Lola Lafont, il se trouvait que la sollicitation de l'entretien est aussi venue à un moment où le livre qui était publié venait d'une certaine manière soit boucler un cycle, soit en ouvrir un autre. Et c'était le bon moment pour faire le point sur toute la carrière littéraire depuis le premier roman. Mais ces livres-là, si on réécoute ces entretiens, puisque au moment où l'interview va être mise en ligne, donc donnée au grand public, en fait, les gens qui s'intéressent à ces écrivains-là, en fait, sont bombardés des mêmes histoires, de la fabrication des romans qui sont en promotion en ce moment. Ils connaissent déjà, grosso modo, le résumé. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas à réexpliquer pourquoi le livre, à quel moment il intervient dans l'œuvre, mais je n'y consacre qu'une partie infime de l'entretien, souvent dans la dernière partie, parce que, en fait, et ça marche pour tous les auteurs que j'ai rencontrés, en fait, dans une œuvre un peu conséquente, à partir du moment où on prend le temps de chercher, il y a parfois des textes majeurs, très importants, très originaux, tout à fait singuliers, qui ne sont pas connus du grand public et qui me paraît plus important de mettre en lumière. Un écrivain que j'aime beaucoup qui s'appelle Sylvain Prudhomme, que vous aimez peut-être aussi. Et il a rencontré le succès sur ses 3 derniers ouvrages, vraiment un succès public, libraire et critique important. Or, livre que j'avais lu, en m'intéressant à lui, en passant plusieurs semaines à me plonger dans son œuvre, il se trouve que dans les romans de jeunesse, les toutes premières choses qu'il a publiées, il y a des choses inouïes et qui me paraissent beaucoup plus intéressantes. Donc je préfère passer 3 quarts d'heure, pour ce qui est du montage final, à parler d'un livre qui n'a pas du tout marché en librairie, parce que je trouve que littérairement, c'est d'un souffle et d'un humour et d'une fantaisie et d'une invention extraordinaire, plutôt que de revenir sur l'ouvrage, en l'occurrence Par les routes, qui a eu le prix Femina, et qui a provoqué chez lui une centaine d'entretiens. Et on n'en parle quasiment pas. Je dis, ce livre existe, voilà, il a du succès, mais
parce qu'il faut combler des trous en quelque sorte. Il y a des choses, la parole médiatique, elle est vaste, hein, et donc autant s'infiltrer là où il y a de la place et là où il y a encore des histoires à raconter. Parce qu'en fait, la littérature, c'est quoi? C'est les histoires. Alors, l'un et l'autre, comment réagissez-vous face au déferlement d'histoires qui vous tombe dessus, plus particulièrement au moment des rentrées littéraires? Vous évoquiez l'excitation, Laure, mais comment on fait le tri? Comment on choisit ce qu'on va lire? Comment on s'y prend? Est-ce qu'on lit 20 pages à droite, 50 pages à gauche avant de décider ce qu'on va finir de lire, ce qu'on va élire? Comment vous vous comportez face à ces piles de livres qui grimpent chez soi quand on est journaliste littéraire? Comme un petit enfant émerveillé devant l'arbre de Noël le soir de Noël, qui ne sait pas par quel cadeau commencer, qui déchire le papier du cadeau et qui s'aperçoit qu'il est très beau, mais qui pense qu'à une seule chose, c'est à ouvrir le cadeau suivant, etc. etc. Moi, j'ouvre tous les livres, tous sans exception. Tous ceux que je reçois, je les reçois pas tous, mais j'en reçois vraiment beaucoup. Pour vous dire la vérité, je vais pas au bout de tous. Généralement, alors j'ai beaucoup travaillé dans le monde de l'édition et j'ai beaucoup travaillé. J'ai eu cette grande chance, quand j'étais très jeune, de travailler dans plusieurs maisons d'édition pendant très longtemps comme lectrice de manuscrits d'auteurs qui n'avaient jamais été publiés. Et c'est un poste stratégique, c'est le poste le plus enviable dans une maison d'édition. Et je crois que ça m'a donné des facultés de pouvoir comprendre l'ossature d'un texte, enfin, pas le comprendre forcément à toutes les fois, mais sentir un livre, s'il va continuer dans ce style d'écriture, s'il va partir dans un autre registre, s'il est putassier, s'il y a un pacte loyal avec chaque lectrice et chaque lecteur. C'est d'ailleurs, pour moi, le point le plus important, c'est le pacte de loyauté avec la lectrice et le lecteur. Et ça, on le ressent très bien. Donc j'ouvre tout, je termine le tiers des livres que j'ai ouverts, et à l'intérieur du tiers des livres que j'ai ouverts, généralement j'ai des grands coups de cœur. Je suis là aussi comme le petit enfant devant l'arbre de Noël, et je dis voilà, pour la première semaine de l'émission, quand ça commencera, moi j'ai eu un coup de cœur pour un livre génial, mais il est vraiment extraordinaire, etc. Et puis comme l'émission ne commence que fin août, ça se passe fin du mois de juin, début juillet, tout ce que je vous raconte. Et puis généralement, à partir du 15 août, je vois en première des Inrocks mes coups de cœur, que je pensais être la seule à avoir découvert, que je vois partout dans la presse comme transfuge mes coups de cœur, que je vois... Bon, bref, c'est une histoire très subjective, mais en même temps, ce qui est très troublant, c'est que quand même... on se retrouve dans un carré à peu près, par rapport à 570 livres, je dirais dans un carré de 60 à 80 livres absolument incontournables. Mais on a dû en manquer d'autres. Mais en tout cas, ces 60-80, ils vont marquer l'année et avec des auteurs qui vont continuer. Alors, Richard, on a compris que vous essayez de vous détacher de cette rentrée, cette temporalité-là. Mais... Je réponds à la question avec un petit préambule en faisant un saut dans le passé. Pendant 9 ans, donc, j'ai animé une émission quotidienne sur Radio Nova qui me permettait d'aborder l'actualité littéraire. Le principe, vous avez le sous-titre de l'émission, c'était le jukebox littéraire. Le principe était que je faisais chaque soir la lecture de 7 extraits différents, de 7 livres différents, que je mettais en lien avec un morceau pioché dans l'immense discothèque de Radio Nova. Si un polar se déroulait dans les années 70 à New York, je me demandais ce qu'on écoutait à New York dans les années 70, etc. Et je composais une sorte de recueil d'histoires et j'avais à cœur de proposer l'équivalent littéraire de l'exigence de recherche musicale de Radio Nova, c'est-à-dire d'aller chercher à la fois qui sont les modernes, les intéressants, les singuliers, les barjots d'aujourd'hui en littérature,
peu importe le pays, et peu importe le genre, et peu importe surtout la notoriété de la maison d'édition, puisque Nova a une tradition de faire remonter l'underground, et je me demandais, j'essayais d'être le plus possible à l'écoute des toutes petites maisons, des fanzines, des auteurs bizarres, donc de pouvoir les confronter dans la même émission avec des classiques oubliés, avec de vieux mentors, avec aussi une redécouverte dans des rééditions d'excellents écrivains. Ok, donc ça me permettait d'évoquer à chaque rentrée littéraire ceux qui me paraissent être en gros les plus proches de l'idée que je me fais de l'esprit de Radio Nova en littérature, et de temps en temps de partager aussi mes découvertes, parce que pendant 9 ans ça m'a permis, vu que je devais lire énormément de choses chaque jour et énormément de choses variées pour construire ce programme, de glisser ce qui me paraissait être mon regard sur la rentrée littéraire. 60 à 80 romans de la rentrée lus. Peut-être que vous parlez de votre équipe, mais si c'est vous toute seule, c'est très impressionnant. C'est moi toute seule. Parce qu'évidemment, on peut discuter avec l'équipe. Mais je veux dire, les choix, ils sont personnels. Un lecteur ou une lectrice, c'est... Non, mais le volume de lecture de 80 romans aimés... J'en ai lu beaucoup plus que ça au cours de l'été. Ok. Vous ne passez pas tout votre été à lire, Richard, donc vous. En fait, si, c'est que je passe tout, je lis tout le temps. J'ai toujours un livre en cours. C'est une addiction, personne ne m'y oblige. Du coup, je pense que pendant ces années Nova, je recevais beaucoup moins de livres que Laure, mais néanmoins, il y en avait au moins 10 par jour qui arrivaient. Donc là, en rentrée de vacances, avant les vacances, après les vacances, ça devient délirant. Il y a une montagne avec l'excitation du petit enfant qui est face à son arbre de Noël, tout à fait partagé. Mais moi, il y avait une sorte de découragement général de j'y arriverai jamais, c'est pas possible, c'est totalement impossible. Donc j'ouvrais tout, je regardais, je faisais des piles en disant ça a l'air vraiment super et totalement bizarre, ça j'ai entendu dire que c'était bien, ça a l'air complètement nul, et ça tout le monde va en parler. Donc du coup il y avait rapidement deux grands tas, et laborieusement de fin août jusqu'à disons mi-novembre, j'épluchais, et vu que voilà, bon bref, donc je fais pareil que vous, hein. Ah bah tiens, j'en suis ravi. Et donc, grosso modo, pour ce qui est de Bookmaker, puisque la promotion est plutôt quelque chose que j'essaie de fuir, je me demande plutôt de fonctionner par œuvre, par type d'écrivain. Parce que ce que j'essaie de faire de mois en mois, c'est de me retrouver dans une situation, et je l'espère les auditeurs aussi, de ne jamais entendre le même type d'écrivain et les mêmes biographies et les mêmes entrées dans la littérature et la même manière de construire un texte. Donc du coup, là, il y a 12 numéros qui sont en ligne, il y en a 2 qui sont tournés, il y en a un autre qu'on va tourner la semaine prochaine. C'est d'essayer de varier vraiment les genres, les récits, tout sans décrocher de mes propres goûts. Il faut que je les aime très fort. Il faut que je sois vraiment touché profondément par ce qu'ils fabriquent. Donc du coup, je me gratte la tête assez longtemps pour pouvoir me dire, alors qu'est-ce qu'on n'a pas encore évoqué ? Par exemple, je sais que dans les prochains mois, je vais aller chercher des auteurs de théâtre. Je suis toujours à la recherche d'un auteur ou d'une autrice de poésie qui vraiment me remue les tripes, qui soit francophone et parfaitement disposé à venir nous rendre visite. Et parce que par exemple, ces 2 manières d'écrire n'ont pas encore été évoquées dans l'émission. Il y a énormément de choses à dire. Et de toute façon, enfin bref. Donc du coup, la question de la rentrée est assez secondaire, parce que je suis déjà plutôt en train de me dire, mais avec qui je vais passer le prochain mois, vraiment, plutôt. On va écouter un extrait de votre émission, Laure Adler, L'heure bleue, avec Delphine de Vigan, qui s'ouvre sur une archive que vous présentez. Donc on va l'écouter. Je vous propose d'écouter la voix d'Annie Ernaux, parce que contrairement à Annie Ernaux qui parle beaucoup d'elle et qui a créé un genre d'autofiction, finalement, vous créez à partir des faits de la société des récits et des romans. Elle va parler de la honte. C'était au moment de la publication de ce livre. C'était au micro de Bernard Pivot. C'était le 24 janvier 1997. Cette première phrase qui ouvre la honte, c'est la phrase avec laquelle je me suis toujours dit à l'intérieur de moi-même cette scène depuis qu'elle a eu lieu un dimanche dans le mois de juin de mes 12 ans. Et j'ai essayé dans ce livre justement de rester au niveau de la chose ressentie à cette époque-là.
et non pas maintenant. Oui. Et non pas maintenant. Donc de retrouver d'une certaine façon presque les mots, pas intégralement les mots de cette époque-là, mais les mots qui pouvaient rendre le plus la sensation. Oui. Alors, Annie Ernaux a une mémoire phénoménale. Elle est capable de la convoquer pour parler de ce qui s'est passé dans sa haute enfance, ou même quand elle était une petite fille, etc., etc. Elle a développé finalement une syntaxe, une grammaire. Elle a créé sa propre langue pour pouvoir nous dire finalement à travers sa propre histoire l'universalité. Et d'ailleurs, vous faites référence à Annie Ernaux et à ce livre magnifique qui s'intitule Nos années. Est-ce que vous ressentez, comme elle, le fait qu'il faut qu'à chaque thématique qui va être développée dans vos nouveaux romans, Delphine de Vigan, il faut trouver une langue? Oui, bien sûr. Et puis chaque roman a sa langue. Et d'ailleurs, Annie Ernaux, elle explique ça très bien dans un livre qui s'appelle Le vrai lieu, le lieu unique, comment ça, le vrai lieu, je crois. Sur l'écriture, en tout cas, à quel point chaque texte requiert sa propre langue. Peut-être justement pour accéder à cette universalité qu'ont ces textes. Parce qu'au fond, elle parle d'elle, mais elle nous parle de nous. Elle parle de sa génération, elle parle de son milieu social, elle parle d'une époque, elle parle... même si je ne compare pas du tout mon travail au sien, bien sûr, mais en tout cas, il y a pour moi cette exigence d'aller vers quelque chose d'universel, de partir, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est de partir de l'intime, du personnage, peu importe d'où vient ce personnage, de fabriquer un personnage auquel... je vais tenter de donner chair, auquel je vais tenter de créer un destin, et que ce soit à travers ce personnage, en l'occurrence à travers les personnages de Clara et de Mélanie, par exemple, dans Les enfants sont rois, voilà, d'appréhender effectivement l'époque, le temps qui passe, etc. Laure Adler, est-ce qu'il y a pour vous une façon particulière d'appréhender la parole de l'écrivain ou de l'écrivaine? Est-ce qu'il y a une couleur à lui donner? Est-ce qu'il y a une langue plus littéraire qu'on cherche malgré l'oral? Je ne crois pas, je ne sais pas. Là, je suis en train de travailler depuis quelques jours, pas mal de jours, parce que je dois recevoir Tanguy Viel, qui publie un livre magnifique en cette rentrée. C'est un livre que j'ai relu, que j'avais lu dans l'enthousiasme justement au mois de juin, que j'ai relu cet été, puis que j'ai relu ce matin même pour l'entretien qui aura lieu lundi ou mardi, je ne me souviens plus. Mais ça ne m'a pas suffi. C'est-à-dire qu'il a fallu aller un peu comme vous ailleurs. Et il a fallu que je lise... pour essayer de me remémorer le style et la grâce de l'écriture très particulière de Tanguy Viel, cette manière de nous mettre à l'intérieur de la pensée des personnages qu'il construit. Nous sommes, nous, lecteurs, conviés à être à l'intérieur de leur psyché. Il a fallu que j'aille vers Le voyage de Jim Sullivan. Il a fallu que j'aille voir l'avant-dernier, je crois qu'il s'appelle article 353 du Code pénal, qui est à l'opposé de l'écriture de celui qui sort, là, la fille qu'on appelle. Et ça ne m'a pas suffi, parce que je me disais, mais comment il fait? Comment il fait pour avoir ces tas de voix qui le traversent et ces registres d'écriture complètement différents? Donc j'ai relu un livre qui s'appelle Iceberg, au pluriel, et qui est une sorte d'introspection de Tanguy Viel lui-même sur sa manière de construire un récit, et où il explique qu'il lui faut des paysages réels. Là, dans celui qui sort, ça se passe au bord de la mer, une mer qui n'est pas nommée, mais qu'on peut deviner que c'est l'Atlantique, etc., etc. Mais je ne sais toujours pas comment il a procédé, donc, mais je ne sais pas quelles questions je vais lui poser. Je ne sais pas, donc peut-être ça va être des questions très concrètes, très précises, très... J'ai beaucoup aimé le mot que vous avez utilisé tout à l'heure de artisan. Les écrivains sont des artisans. Et donc, j'espère qu'il va parler un peu boutique en étant comme artisan de sa propre écriture. Enfin, même arrière-boutique plutôt. Oui, ou arrière-boutique. Mais je ne suis pas sûre qu'il y ait tellement de secrets. Comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, les écrivains et les écrivaines travaillent tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils ont des emplois du temps. Ils se soustraient au monde. Marguerite Duras l'avait bien dit, hein, elle l'a exprimé magnifiquement.
Elle disait que même quand elle partait l'été à Trouville, aux Roches-Noires, elle mettait un peu la tête hors de la fenêtre, elle regardait la mer comme ça de loin, mais elle s'y autorisait même pas. Quant à descendre sur la plage, il n'en était pas question, parce que l'écriture était une obligation morale, psychique, éthique, physique, etc. Donc les écrivains, comme souvent on le pense, et comme on peut l'imaginer, c'est pas du tout des mondains qui vont dans les cocktails littéraires et qui. Enfin, il y en a quand même. Hein. Ouais, il y a une partie, il y a l'écume. Oui. Bon. L'écume. Mais sans ça, c'est un travail de chien, quoi. C'est vraiment des gens qui vivent seuls par rapport à la langue, par rapport à l'écriture, par rapport à la construction des personnages. Et je ne crois pas, pour répondre à votre question, que je ne crois pas qu'il faille prendre un langage particulièrement littéraire pour pouvoir faire des émissions de littérature. Peut-être c'est même le contraire. Vous partagez ça, Richard ? Je suis quasiment d'accord. C'est-à-dire que, grosso modo, je suis sûr et certain qu'il faut s'adresser au plus grand nombre. Mission de service public, aussi bien à Radio France que sur Arte, c'est-à-dire on est là pour transmettre, on est là pour partager, on est là pour expliquer à tout le monde, y compris à des gens qui lisent très peu, qui n'ont pas les diplômes. Il faut vraiment... en gros, on n'a pas besoin de réexpliquer qui sont les trois mousquetaires et Sherlock Holmes, mais Annie Ernaux, c'est arrivé dans 2 entretiens où c'était absolument un phare dans la vie je crois que c'est Nicolas Mathieu et justement Delphine Vigan également. Au moment où le nom est prononcé, je redis qu'il y a Annie Ernaux, qui sont les grands enjeux esthétiques de son œuvre. Je rappelle rapidement les livres. Voilà, il faut de recontextualisation parce qu'on n'est pas il faut absolument jamais, enfin c'est à mon sens, être dans un entre-soi, faire comme si l'auditeur et l'auditrice savaient déjà. Non, moi j'ai toujours en tête d'essayer d'arriver à satisfaire 2 types de publics à travers Bookmaker, à la fois les admirateurs énamourés de l'écrivain en question, qui j'espère, même s'ils l'ont déjà beaucoup lu, beaucoup écouté, y trouveront de nouvelles choses à apprendre. Et surtout des gens qui ne savent rien de cette personne et pour qui l'émission a pour vocation d'être une découverte totale en réexpliquant même les livres qui ont eu énormément de succès, de redire là, l'épisode qu'on met en ligne mercredi avec Hervé Le Tellier. C'est en 3 parties, la 3e partie est sur l'anomalie. On est à plus d'1 million d'exemplaires vendus. Évidemment que je réexplique, mais à ma manière. Alors c'est pour ça que je suis pas tout à fait d'accord pourtant vous avez raison, mais c'est que je me dis, il faut, dans la manière de poser les questions, dans le dialogue avec l'auteur, évidemment avoir la langue de tous les jours, parce que sinon on perd des gens en route et en fait je ne ferai que le fanfaron à essayer de proposer des tournures alambiquées qui en fait ne feraient que rajouter à mon propre ridicule et éloignerait des gens. C'est pas du tout la fonction, mais puisque on s'adresse à des écrivains et des écrivaines, j'ai peut-être la mauvaise idée de temps en temps d'essayer de me mettre un peu à niveau sur les introductions ou la manière de tourner une idée et de me dire que s'il y a une image qui me vient, étant par ailleurs moi-même parallèlement écrivain, j'essaye tout de même de dialoguer, non pas d'égal à égal, mais au moins de leur dire on est à peu près de la même équipe, une grande équipe, mais de la même équipe. Pas entre soi. Voilà. Ouais, on n'est pas entre soi, mais c'est vraiment très important. Voilà, j'ai quand même toujours ma mère. Je viens pas d'une famille d'intellectuels. Ma mère lit, mais pas beaucoup. Et je me dis toujours, quand elle tombe sur mes émissions, il faut qu'on comprenne tout. Il faut vraiment qu'elle comprenne absolument tout, qu'elle soit jamais larguée. Voilà. Donc c'est une préoccupation. Et ça passe par la langue la plus claire possible. Voilà. On va écouter un extrait de Bookmakers avec aussi Delphine de Vigan. Quand vous cessez ce journal, vous démarrez une histoire avec cette fois l'envie d'être publié. Vous avez écrit un roman humoristique qui a été refusé. Quel en était le sujet ? Quels en étaient les défauts qui justifiaient selon vous ces refus ? C'était l'histoire d'un type totalement misanthrope,
tout à fait obsessionnel, qui d'ailleurs souffrait de troubles obsessionnels compulsifs, donc un type vraiment très très solitaire, très retiré, très maniaque, dont la vie obéissait à des rituels infinis et répétés, qui travaillait rue des Morillons aux objets trouvés. Donc à l'époque, en plus, les objets trouvés n'étaient pas informatisés. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter ça, mais c'était totalement fascinant parce que c'était des espèces d'immenses tiroirs ou armoires en bois avec des milliards de petites fiches sur lesquelles étaient répertoriés les parapluies, les trucs... bon. Et voilà, et ce misanthrope rencontré un jour tombait fou amoureux d'une femme venue chercher un Paris-Brest qu'elle avait oublié dans le train, un gâteau. Okay. Il me semble que c'était ça. Et une Anglaise, donc qui parlait français, un français tout à fait correct, mais avec un très fort accent anglais. I'm looking for a Paris-Brest. Voilà, I'm looking for my Paris-Brest que j'ai perdu. Et donc voilà, il tombait fou amoureux, il démarrait une relation avec elle, et en fait toute sa vie, je n'en dis pas plus au cas où il me viendrait l'idée de retravailler ce roman. Toute sa vie était totalement perturbée par l'arrivée de cette femme qui, en fait, pouvait s'apparenter, mais ça n'avait rien de fantastique, à une fée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle entrait dans sa vie disjonctait au sens propre et au sens figuré. Et en réalité, il semblait que cette femme avait quand même des pouvoirs très étranges. Donc ensuite, la question était de savoir si elle souffrait de troubles psychiatriques. Elle-même, j'ai envie de dire, parce que lui, au fond, n'en était pas très loin, ou si elle possédait réellement des pouvoirs magiques. Voilà. C'est très curieux que vous ayez choisi cet extrait. Alors, c'est pas terminé. Ah, pardon. Et oui, il faut remplir une petite fiche rose, madame. Après, on pourra vous dire si on a retrouvé votre sac à main. Si, madame, c'est écrit là, en toutes lettres, sur la petite pancarte. C'est comme ça. Ensuite, vous faites la queue, comme tout le monde, dans l'allée centrale. À chaque fois, le même discours, sans s'énerver, avec toute cette agressivité contenue, ligotée dans le ton liquoreux, ostensiblement cordial. Je détache les syllabes et fais claquer les P, la petite pancarte. Furieux, il souffle par le nez, soupire bruyamment, lève les yeux au ciel, mais après toute cette série de manifestations exaspérées, il capitule. Ils s'asseyent à contre-cœur pour remplir leur fiche rose, un bout de fesse seulement, puis se rangent les uns derrière les autres en laissant échapper un dernier gémissement désarmé. Au début, ça m'amusait, moi, le type paumé s'il en est, employé aux objets trouvés. C'était comme une figure de style. Très curieux, donc. Oui, très curieux, parce que on n'y parle pas du tout d'artisanat, donc ça contredit ce que j'ai essayé de vous expliquer depuis le début. Néanmoins, valeur de cet extrait, elle y parle d'un roman qu'elle a... C'est le premier roman qu'elle a écrit, cette histoire d'employer des objets trouvés qui rencontre une fée qui va bouleverser sa vie. La chance, c'est en quelque sorte qu'elle l'a ressorti, elle nous en a donné un extrait, je l'ai lu, et voilà. Mais je voudrais bien savoir qu'est-ce qui vous a donné l'envie, sur l'heure 45 de conversation, de prendre celui-ci. Parce que pour moi, il y a quand même une part d'arrière-boutique. Elle raconte un roman refusé, elle raconte ses débuts. C'est vrai, mais est-ce Et l'enchaînement avec la lecture me semblait aussi oui. intéressant, parce que j'aimerais qu'on parle aussi de ce que vous utilisez pour faire résonner la parole de l'écrivain ou de l'écrivaine. Laure, vous avez des archives que vous mettez en perspective, vous faites réagir vos invités. Vous, Richard, vous lisez, vous payez de votre personne, vous choisissez des extraits. Peut-être un peu trop, là, d'ailleurs, oui. C'est un dosage qui est compliqué à trouver. J'ai une nature un peu exaltée, donc je peux me laisser un peu emporter par cette facette de ma personnalité. Mais j'apprends au fur et à mesure, donc je l'ai fait 9 ans sur Radio Nova, et ça va faire un peu plus d'1 an et demi que je le fais pour Arte Radio, et j'apprends aussi avec on va appeler ça l'oreille extérieure, c'est avec les réalisateurs Samuel Hirsch et Charlie Marcelet. J'apprends à en faire un peu moins et à trouver la justesse, mais je dois dire, pour compléter, qu'on fait aussi une fois sur 3 à peu près appel à des comédiens professionnels qui peuvent apporter une nuance et
une sensibilité, même un regard à travers le texte qui n'était pas forcément la voie que j'aurais pris pour l'interprétation, pour le faire vivre. Et oui. Et il y a autre chose que je dois citer, puisque comment faire vivre les textes, Arte Radio a cette particularité d'avoir des réalisateurs qui sont aussi d'excellents musiciens et qui composent quasiment à chaque fois des musiques originales pour tout ce qui est fabriqué par le studio. Et dans la manière de soutenir aussi des textes, de les envoyer, de les catapulter dans les oreilles des auditeurs, il y a aussi cette finesse musicale, plus leur talent de mise en onde, vraiment de grandes surprises, et qui est pour moi un émerveillement chaque mois, de me dire ah tiens, il y a juste une lecture, il y a cette page qui moi en tant que texte me bouleverse, et ça devient une création sonore. Et ça c'est très important. Ça c'est vraiment très important, parce que c'est aussi des moments où il y a un accompagnement de l'artisanat de l'auteur. On peut citer le très beau générique original de Bookmakers. On peut le citer, oui, qui est en train de devenir un tube. Beaucoup de gens nous en parlent, absolument. Oui, de Samuel Hirsch, vraiment. Laure Adler, l'archive, elle vient mettre en perspective la parole de l'auteur. À quoi elle vous sert ? Alors nous, on est une toute petite équipe. Donc il y a Céline Villegas, Élodie Royer et Lilian Allôme. Céline s'occupe des invités, Élodie Royer s'occupe des archives et Lilian Allôme réalise cette émission. Sans eux, je ne pourrais pas faire l'émission, parce que même si on est très peu nombreux, on partage tout. C'est-à-dire, alors le choix des invités, j'avoue, j'en prends la responsabilité, mais je ne suis pas insensible aux propositions ni de Céline, ni d'Élodie, ni de Lilian. Mais sans ça, la mise en musique, si j'ose dire, de textes que moi je ne peux faire qu'une fois tous les 3 mois. Je choisis un texte, alors là pour le coup je vous imite, je le prends hors actualité, totalement hors actualité, et j'essaye d'en trouver la musicalité. C'est-à-dire que je demande à un comédien ou une comédienne que nous choisissons tous les 4 d'interpréter sans trop en faire le texte. Et Lilian, le réalisateur, lui, il va trouver un musicien qui va accompagner musicalement le texte sans trop en faire, sans trop faire d'illustration, mais plutôt en trouvant l'architecture, le rythme, les battements de cœur du texte lui-même. Et à partir de là, on essaye de concevoir un objet, entre guillemets, radiophonique qui va durer 4 fois 1 heure et qui, je l'espère, en tout cas ça s'est produit à plusieurs reprises, va permettre à des auteurs complètement oubliés de manière assez scandaleuse de les faire découvrir, redécouvrir ou rééditer. Une des plus belles histoires qui nous soit arrivée, c'est avec le texte de Robert Linhart, L'Établi aux éditions de Minuit, qui est un texte qui n'existait plus du tout en librairie courante. C'est un texte absolument magnifique pour comprendre beaucoup de choses, de la désillusion de post-68, de l'engagement des gauchistes, du maoïsme, mais aussi d'une classe ouvrière qui était en train de se transformer. À partir de ce moment-là, j'avais demandé à Samy Frey s'il acceptait de lire ce texte. Il a accepté, il a beaucoup aimé ce texte. Robert Linhart a accepté de parler alors qu'il était réfugié dans un mutisme depuis des décennies. Un musicien a composé quelque chose d'original et le livre a redémarré. Alors ça, c'est une grande fierté pour nous quand on peut faire ça. Mais on peut le faire qu'une fois tous les 3 mois. Parce que ça demande un travail énorme, comme vous le faites vous. C'est un travail énorme que les auditeurs et les auditrices ne peuvent pas savoir, mais c'est un travail de post-production, comme on dit, c'est un travail de régie, c'est un travail très compliqué et qui demande beaucoup de moyens. Et dans une radio de flux qui fonctionne sur le direct, c'est compliqué à obtenir, quoi, ce qui est normal. Alors c'est assez frustrant parce que cette rencontre va bientôt toucher à sa fin. J'ai l'impression déjà d'avoir posé que la moitié de mes questions. C'est un scandale. Voilà. Il aurait fallu 2 heures. Avant de laisser la parole au public pour des questions supplémentaires, est-ce que l'un et l'autre, vous pouvez raconter une rencontre qui vous a particulièrement marqué avec un auteur ? Alors, peut-être bonne ou pas. Richard, je sais que vous avez eu une expérience assez glaciale avec un certain James Ellroy il y a quelques années, par exemple. Ah oui, très bien. Bah, écoutez, je ne savais pas quoi vous raconter, c'est super. Je vous aide. James Ellroy, c'est fait partie des auteurs qui m'ont beaucoup marqué quand j'étais un peu plus jeune. J'ai
y a au moins 5 ou 6 romans qui m'ont un peu rendu dingo. Donc, quand, grâce à Radio Nova, j'ai l'opportunité de le rencontrer 45 minutes et pas 46 dans un hôtel du quartier latin, je suis très content. Je travaille, je mets une petite cravate. Hein, c'est stupide, hein, excusez-moi. Alors, pourquoi est-ce qu'une mettre une cravate est stupide? Parce qu'avec James Ellroy, il faut mettre un blouson de cuir. Alors j'avais aussi un blouson de cuir, je ne l'ai pas là, mais c'est celui qui est en coulisses. C'est chic alors là. Oui, j'étais un petit peu comme un petit flic, vous voyez, de ses propres romans. J'étais vraiment comme ça. J'arrive, son attaché de presse me dit, donc j'ai vraiment beaucoup bossé, parce que je sais qu'il a la réputation de manger, vraiment croquer les journalistes, il est de mauvaise humeur la plupart du temps. Mais c'est en France qu'il vend le plus de romans, donc il y a un enjeu commercial, donc il se prête à la promo alors qu'il déteste ça, d'accord. Donc en grosso modo, vous avez déjà compris que je vais vivre ça va être une catastrophe. Et donc du coup, je me pointe, son attaché de presse me dit, il est de très bonne humeur. Vraiment, c'est chouette, tu vas voir, c'est super. Effectivement, première question assez cordiale. Je vois passer sa compagne, qui est une journaliste et éditrice. Elles lui font un petit coucou. J'assiste à une scène, vraiment, le molosse du polar américain qui fait un petit baiser par la fenêtre. Je me dis, ok, donc c'était très étonnant. Et je pose une question sur le roman qui est le premier de la dernière trilogie. Par ailleurs un roman qui m'a pas beaucoup intéressé, et non, mais je pose quand même une question, parce qu'il y a une question, j'ignorais c'est juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des camps d'internement pour des citoyens japonais aux États-Unis. Je connaissais pas ça, c'est ce roman qui me l'apprend. Donc je pose une question profonde là-dessus, et la réaction du lectorat japonais, enfin bref, de la communauté japonaise aux États-Unis, il répond. Et puis très vite, je fais ce qui est ma marotte, c'est-à-dire le processus créatif, c'est-à-dire comment est-ce qu'il travaille, d'où viennent toutes les histoires policières totalement hallucinantes qui peuplent ces romans depuis 35 ans. Et surtout, je m'appuie sur un extraordinaire entretien qu'il a donné à la Paris Review, qui est la principale revue littéraire américaine. Ils ont passé 2 semaines avec lui, il leur a raconté des trucs incroyables, et je découvre qu'en réalité, il bosse avec d'anciens flics, des historiens, des avocats, qui, quand il leur dit mon prochain livre, il se passe de 46 à 52, il a pour sujet ça, et j'aimerais bien qu'il y ait une histoire de meurtre comme ça. Et du coup, ces gens-là lui ramènent une masse de documentation, et lui, il pioche là-dedans. Et ce qu'il y a de fou, c'est ce que quand même j'arrive à apprendre au fil des conversations, c'est qu'il se contrefout, il vérifie pas. C'est-à-dire qu'il se dit, je les paye, s'il me donne des bonnes sources, mais ça se trouve, c'est pas vrai. Voilà. Alors que c'est imprimé et présenté par absolument tous les médias comme des véritables histoires. Bon, mais en même temps, c'est un roman, donc il y a une licence poétique, d'accord. Donc je lui demande je vais confirmer, je vais vérifier ce processus, je veux qu'il me raconte, je suis intéressé, et en fait, il devient ultra désagréable. Ce qu'il dit, ça m'intéresse pas, je me fous de parler de ça. Revenez sur le roman. Je fais ok, bon, alors donc j'avais quand même encore quelques questions sur le dernier roman. Je reviens sur oui, mais alors vous levez à quelle heure, etc. Mais vous n'allez pas me demander quelle est la couleur de mon stylo non plus. Voilà, je dis pourquoi pas, le stylo est quelle couleur. Mais et en fait, au bout de 25 minutes, il était vraiment, il était suffisant, condescendant. Il se contrefoutait de mon travail en réalité. Et j'ai dit écoutez, on va pas faire beaucoup plus long. Voilà, et au bout de 25 minutes, je suis parti. Et évidemment, règle, s'il y a des jeunes journalistes dans la salle, quand ça se passe très très mal, je vous encourage à recopier, retranscrire exactement la totalité de l'entretien en expliquant les coulisses, parce que ça donne toujours une bonne interview. Quand vraiment c'est une catastrophe, il faut raconter les coulisses. Donc en fait, cette interview est disponible sur le site de Radio Nova. Voilà. Merci de nous avoir raconté ça. C'est un plaisir. Laure, partager une bonne humiliation le samedi soir, comme ça, c'est toujours un bonheur. Pas forcément un souvenir calamiteux non plus, mais est-ce que non, vous avez mais James Ellroy, je comprends tout à fait ce qui vous est arrivé. Moi, j'ai eu la chance, étant donné mon âge, de le connaître quand il publiait ses premiers romans chez Rivage. J'ai vu un type complètement blessé, complètement sincère. J'ai eu la chance de pouvoir le rencontrer à différentes reprises, et à chaque fois qu'il venait en France... Le Dahlia noir, pour moi, c'est quand même un des plus grands textes de l'histoire de la littérature noire. Et donc, à chaque fois, même si c'était pas aussi bien que le Dahlia noir, je faisais des entretiens, etc. Mais quand il est venu en France la dernière fois, vous parlez de ce moment-là, alors là, on avait l'impression d'un homme orchestre, d'un homme publicitaire qui portait une espèce de
d'écharpe énorme sur son torse disant « Je suis James Ellroy, le génie de la littérature américaine ». Et moi, France Inter m'a demandé de faire un direct dans un grand studio au moment de la sortie du livre, parce que c'était accompagné par l'Orchestre de Radio France d'une création musicale à partir de son univers. Et je me suis retrouvée au milieu de 600 personnes en train d'interviewer un type que j'avais pas du tout envie d'interviewer, mais je n'ai pas osé dire non à ma direction, parce que j'aimais aussi beaucoup ce que fut James Ellroy. Et j'ai eu exactement la même histoire que vous. Le coup de la petite amie qui lui envoie un baiser, le coup de l'attaché de presse qui dit « Ah, vous avez de la chance, il est vraiment de très bonne humeur, etc. » C'est une mise en scène. Et puis au bout de la 5e question, qui était un peu gênante sur son machisme, parce que j'ai rarement rencontré un macho aussi dégueulasse que lui, alors là, ça a commencé à se corser. Ça s'est mal terminé, mais j'en avais rien à foutre et il m'a pas dit au revoir, il a quitté la salle plus tôt que prévu. Moi, je voudrais parler d'une histoire qui m'est arrivée, enfin plutôt qui ne m'est pas arrivée. Ah. J'ai des écrivains que je vénère depuis longtemps et que j'essaye d'approcher pour avoir un entretien. Et depuis, je crois, 17 ans, j'essaye d'avoir un entretien avec Murakami, que j'idolâtre. Et ben, à force de lui envoyer des mails, à force de lui envoyer des lettres, à force de remonter des réseaux qui passaient par le Japon, à force de devenir ami, un peu exprès, avec la personne responsable de l'AFP à Tokyo, qui, je le savais, était en relation avec sa femme, etc. Vous ne pouvez pas imaginer. Relation assez avancée. Eh bien, écoutez, j'ai réussi. Un jour, il m'a répondu, il m'a dit « D'accord, vous pouvez venir me voir ». La radio me payait le voyage, ce qui était quand même absolument incroyable. Et la veille du départ, il m'a envoyé un mail en me disant « Je dis non à tout le monde. Si je vous dis oui à vous, que vais-je dire aux autres à qui j'ai dit non? Donc j'annule. » Ben voilà, j'ai toujours pas interviewé. Eh bien, il est là. Et non. Malheureusement, mais vous le connaissez personnellement. C'est mon père. Je sais que c'est pas flagrant, mais il y a... Bon, bref. Alors, avez-vous des questions pour Laure Adler et Richard Guettet? Laure, je sais que vous devez nous quitter dans peu de temps, donc on va... Voilà, Moi, je suis là jusqu'à 23h. Hein. On pourra prolonger peut-être quelques minutes de plus avec Richard, s'il le veut bien. Avez-vous des questions? Alors, allez-y, puis je vais la reformuler au micro, comme c'est enregistré. J'ai une question qui s'adresse à Laure Adler. On voit personne, on ne vous voit pas. On est complètement aveuglés. Ah, merci, ils ont rétabli un peu de lumière. Allez-y, je vous en prie. Bonjour. Vous parliez de... Ah, j'ai oublié. Ah oui, c'est bon, ça me revient. Vous parliez de la loyauté des écrivains envers leur lecteur. Enfin, je sais. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je trouve ça fort, mais je ne comprends pas. Donc sur la loyauté des écrivains. Oui, j'essaye de dire maladroitement qu'il y a des écrivains qui se la pètent, il y a des écrivains qui se la posent, il y a des écrivains qui font semblant d'écrire des livres pour qu'on parle d'eux dans les médias et ça fonctionne très très bien. Et puis il y a des écrivains qui mettent véritablement leur vie en jeu, en tout cas leur existence est suspendue à la qualité de ce qu'ils essayent de nous transmettre. Et je pense que ça transparaît assez rapidement. C'est ça que j'essaye d'appeler le pacte de loyauté. Oui. On va peut-être faire une émission littéraire ensemble. Eh bien, c'est un bon projet, ça. Justement, je suis curieuse parce que j'ai l'impression que votre arrière-boutique à vous, j'ai l'impression que vous préparez de façon assez différente. Vous en avez un tout petit peu parlé de vos propres interviews. Et moi, je suis toujours surprise, parfois très agacée, de gens qui interviewent des gens sans les écouter, qui les coupent. On sent qu'ils ont un programme en tête et ils vont au bout. Vous, absolument pas. Mais en même temps, vous le faites très différemment. Est-ce que vous êtes parfois prêt à être complètement changé, entre guillemets, par justement la personne que vous rencontrez, c'est-à-dire une vraie rencontre, pas... En fait, vous avez, j'imagine, une histoire quand même en tête que vous voulez aborder. Mais voilà, dans quelle mesure vous vous laissez aller ou pas? Est-ce que vous laissez part à l'improvisation, ce serait ça? Moi, je travaille, je prépare beaucoup. C'est-à-dire que je lis, j'essaye déjà, par exemple, on n'a pas eu le temps de le dire, mais j'essaye de lire la quasi-totalité des entretiens que je trouve qui ont été donnés par l'invité avant de le rencontrer, pour voir en gros des histoires qui ont déjà été racontées 200 fois. Je les résume
Et souvent dans ces histoires, en fait, il y a une question où je me dis, mais je les ai lues 200 fois, soit il y a des contradictions, soit ils changent les versions. C'est un truc assez drôle avec Dany Laferrière, d'ailleurs. Il arrive à Montréal juste après avoir fui Haïti, et il dit, le soir de mon arrivée, je rentre dans un bar, il y a Nina Simone qui fait un concert, et le patron du bar me donne une machine à écrire sur laquelle je vais écrire mon premier roman. Je lis cette histoire 7 ou 8 fois. Et puis, dans une autre interview, un mois après mon arrivée, je rentre dans un bar, il y a John Coltrane qui fait un concert. Et en fait, 6 mois plus tard, le patron m'a fait don d'un beau cahier. Tu vois ? Donc je lui dis ça, alors, il y a une légende autour de vos débuts dans l'écriture, etc. Et là, mais c'est beau, il s'est un peu drapé en disant, il m'a écrit après pour me dire, j'avais l'impression d'être face à un flic qui vraiment je suis comment on appelle ça, en garde à vue pour vérifier. Mais moi, mon métier, c'est le mentir vrai. Je suis là pour faire rêver les gens dans mes romans, mais hors mes romans également. Et en fait, ce genre de... Bon bref, la part d'improvisation, moi, elle m'arrive, c'est que vu que les choses sont assez préparés. Comme vous dites, j'ai une idée du récit, de l'histoire, etc., du déroulé de l'entretien. Mais ce qu'il y a vraiment bien, c'est qu'il y a aussi des choses où je les note un peu dans la marge de mon entretien en me disant, c'est bizarre, je ne comprends pas, il ou elle en parle absolument jamais. Je ne sais pas vraiment pourquoi ça m'intéresse, mais je vais quand même lui demander. Et en fait, souvent, ça ne marche pas à tous les coups, mais souvent, dans ces endroits-là, se dit quelque chose que j'ai jamais lu et qui moi-même me surprend. Soit c'est très émouvant, il y a des moments où il livre quelque chose, parce que les entretiens durent entre 3 et 4 heures, 7h30 pour Hervé Letellier. Et donc du coup, il se passe un truc dans la rencontre de deux cerveaux, dans peut-être l'épuisement des résistances, l'épuisement aussi du langage promotionnel. C'est-à-dire que je ne sais plus qui a dit, un psychanalyste me semble-t-il, dit qu'on a tous, même vous dans la salle, enfin tous, on a 2 heures de stock de conversation quand on rencontre un inconnu. On sait à peu près dire nos métiers, nos amours, nos amis, nos goûts, nos vies, etc. On a 2 heures. En fait, au bout de 2h30, 3 heures, il y a un moment, on ne sait plus comment raconter qui on est. Et en fait, ce qui est super, c'est que moi, je les ai 4 heures. Donc en fait, au bout d'un moment, il lâche et il raconte. Et donc ça, la part d'improvisation, elle arrive là. Il y a des moments où je ne savais pas qu'on allait passer autant de temps sur un détail stylistique, biographique. Et c'est beau. Voilà, c'est assez beau. Et vous, Laure, sur l'improvisation ? Elle est totale, parce que nous, on n'est pas en montage, on n'a pas 7 heures, on a 1 heure d'émission, on est en direct ou en faux direct, donc rien n'est coupé, rien n'est monté. Et je travaille beaucoup comme une mauvaise élève que je suis restée en amont. Mais quand j'arrive dans le studio, je n'ai que les livres comme des espèces de fétiches et de doudous, pas forcément uniquement le dernier, mais d'autres qui sont à côté de moi, mais je n'ai aucune note et je ne sais pas du tout quelles questions je vais poser. Ah oui. Pas du tout. Et ça vous terrorise pas? Parce que moi, je me pointe avec 25 pages de questions et vraiment, c'est les choses qui me permettent de vraiment pouvoir tenir le coup. Hein. Vous arrivez, vous êtes comme ça en disant sans filet, on verra bien. Bah oui. Ok. Bah si, ça me terrorise, c'est bien ça qui est amusant. Mais c'est en quelque sorte, c'est cette adrénaline qui vous fait lever le matin, si j'ose dire? Non. 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 Non, c'est rencontrer pas. quelqu'un. Et puis, c'est très subjectif. On parle du titre de l'émission, l'heure bleue. C'est une heure particulière. Donc, la journée de travail est terminée. Les gens sont en train soit de préparer la cuisine, soit de s'occuper de leurs enfants. La radio, c'est peut-être un bruit de fond qu'on n'écoute pas, puis tout d'un coup, on va peut-être écouter. Je veux être avec les gens, mais dans une totale improvisation de ma propre vie aussi. Et dans une mise en danger, enfin, relative. Relative, je suis d'accord, mais enfin, mise en danger, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Et quelquefois, et souvent, très souvent, ce qui se passe, c'est l'émotion que l'invité et moi-même pouvons ressentir avec le choix de la première chanson. Et là, ça peut faire partir l'émission absolument dans des directions complètement insoupçonnées. Donc, le rôle de la musique est très important, le rôle des archives aussi, mais je ne sais pas du tout quelle sera la première question et encore moins la dernière. Chapeau. Non, mais sans ça, on est dans une parole justement un peu promotionnelle si on prépare tout. Oui. Merci. On va devoir je crois que vous devez partir, Laure Adler, si vous voulez. Vous voulez rester? Est-ce que vous annulez votre opéra? Mais on peut faire un karaoké sinon tous ensemble. Ça vous dit? C'est peut-être mieux qu'un opéra, j'en sais rien, non? Je sais pas.
Bah écoutez, celui que je vais écouter, Gluck, vous pouvez nous le faire en karaoké là? Gluck? Gluck? Oui, ça se trouve, non? Je ne sais pas. Est-ce que vous voulez... En tout cas, merci beaucoup. Hein. Mais ça me fait plaisir, merci à vous. Est-ce que vous voulez rester quelques minutes? Je Richard, peux. s'il y a d'autres questions? Mais moi, je sais quelle heure il est. Là. Il est 25. Ouais. Allez. Je peux rester encore, je vais vous écouter. Bon, d'accord. Alors, Non, mais si sinon, vous êtes là, autant il y a des gars. On va prendre une question supplémentaire. Voilà. Et voilà. Et on... Bonsoir. Ah, il y a tant de questions. Est-ce que ça un peu redondant par rapport à... Je sais pas, c'est pour rebondir. Moi, j'ai une question radiophonique pour vous deux. Et sur votre rapport en direct, là, vous en avez déjà un peu parlé. Vous pouvez revenir dessus. Est-ce que vous aimeriez parfois, justement, être en faux direct? Ou est-ce que c'est important d'enregistrer et d'interviewer en direct? Et toi, Richard, je te tutoie puisqu'on se connaît. Bonsoir. Est-ce que... Marine Vlahovic, Arte Radio. Est-ce que parfois il y a des moments dans ces longues interviews qui peuvent durer jusqu'à 7h30 où tu te dis, mince, cette spontanéité, ça aurait été mieux en direct? Est-ce qu'il y a des moments où toi, tu aurais envie d'être en direct? Donc c'est sur le rapport au direct. Est-ce que vous souhaitez en sortir ou y aller? Vous voulez commencer? Bon, très bien. En fait, il y a les moments de spontanéité. En vrai, il y en a plein dans n'importe quel épisode de Bookmaker. Il y a plein de choses qui ne sont pas montées parce que ça provient de ce qui se passe. Je suis pas quelqu'un de très triste, donc du coup, très souvent, je suis surpris par des blagues qui semblent affleurées, mais que certains écrivains osent pas se permettre. Et je tire un fil et il y a un moment de vie qui arrive. Pareil pour des moments d'émotion. Voilà. Donc en fait, on a des interactions que je peux pas du tout prévoir et qu'on laisse vraiment. Si bien sûr, c'est pas juste un moment qui est strictement drôle et qui apporte rien au sujet de l'artisanat et de la création littéraire. Mais voilà. Par ailleurs, j'ai fait pas mal de directs pour Radio Nova. C'est pas la même énergie du tout. Et ça vient chercher chez moi une autre facette de mon travail qui est plutôt battleur en quelque sorte, plus clown. J'aime bien l'équilibre que j'ai trouvé entre ces deux stations, mais vraiment pour cet exercice-là, en fait, je pense que je peux réussir une émission en direct de la forme qui est pratiquée par Laure, mais je suis sûr que je serais frustré parce que je pourrais pas reprendre derrière. En fait, j'adore ce principe de montage. J'adore de pouvoir améliorer, affiner, trancher, couper, repasser, déplacer. Enfin, et c'est quelque chose qui est proche de la littérature. En fait, ce qu'il y a d'extraordinaire dans la composition d'un texte, c'est que le texte qu'on découvre en librairie n'est pas celui chronologiquement dans lequel il a été écrit. Donc, grosso modo, cet outil de pouvoir refaire de la radio après le tournage me semble d'une richesse émotionnel, poétique, professionnel, infini. Certes, je l'entends parce que je l'ai vécu de nombreuses fois. L'énergie du direct, il se passe un truc, c'est sûr. Surtout si on est écouté par tant de personnes comme vous. Mais en fait, je pense que moi, ça me desservirait un peu. Peut-être qu'il y a effectivement, ça me donnerait une adrénaline qui me permettrait d'oser peut-être faire certaines choses qui n'ont peut-être pas lieu quand on n'est que 2, voire 3 avec la preneuse de son Sarah Monimar, que je salue. Mais je pense qu'en fait, professionnellement, littérairement, j'y perdrais un peu. Et par extension, les auditeurs et auditrices aussi. Je crois que vous avez raison. Hein. C'est vrai que le direct donne une énergie, donne de l'adrénaline. C'est un exercice physique et psychique. Il y a un temps donné, il se passera ce qui se passera, mais il faut l'utiliser à plein, ce temps donné, et le vivre avec les auditrices, avec les auditeurs. Maintenant, je crois que les émotions, elles existent aussi dans l'enregistré, et c'est pas parce qu'on est enregistré que les émotions n'existent pas. Et l'art du montage, moi j'ai fait beaucoup de documentaires radio dans une autre vie, j'adorais ça, y compris avec des écrivains, et le moment du montage est un acte artistique tout à fait essentiel. Donc je crois que les deux permettre l'émotion. Mais le direct présente quelque chose de très intense. Ça, c'est sûr. Mais de très perturbant aussi. Ça va, et de regret, évidemment, quand l'émission... Moi, je passe mes nuits à me réveiller en pleine nuit en me disant « Merde, j'aurais dû poser cette question. » J'ai pas dit ça. Voilà. Et moi, pour éviter ce cauchemar, voilà. Je fais pas de direct. Merde. Merde. Ça, c'est vrai. Eh oui. Donc, pour plus faire de cauchemars, faut faire...
faut enregistrer pendant 7 heures les écrivains. Voilà. Je vous encourage dire ça, ma directrice, elle va être contente. Sur cette nouvelle ligne pour l'heure bleue, nous allons nous quitter. Il y avait beaucoup de choses à dire, on n'a pas tout dit, on aurait aimé que ça dure plus longtemps, il faudra revenir. Hein. On reviendra. Merci beaucoup Laure Adler, merci beaucoup Richard Guettet, merci pour votre attention. À 21h, il y a Rouge Vif sur scène, le podcast de Mehdi Bayad. Je vous encourage vivement à venir voir ce spectacle si vous le pouvez. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Au revoir.